Yo, est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de gammes il y a en tout? Non? Eh bien la réponse est 2048. Allez, à dans 3 mois? Non, plus sérieusement, on va s'attarder sur cette question un peu plus longtemps quand même, parce qu'elle a pas l'air comme ça, mais elle est un poil compliquée. Un moyen assez simple de s'en rendre compte, c'est de chercher sur internet combien de gammes il existe. Ou mieux, de demander à votre entourage, à des musiciens d'horizons variés si possible, et de niveaux différents. Et quand je dis niveau différent, c'est vraiment de votre pote qui fait de la guitare depuis moins d'1 an à votre prof, qu'il soit particulier ou de conservatoire, en passant par l'accordéoniste du groupe de hard musette progressive phare de votre village, si une telle chose existe. Si vous faites ça, vous allez sans doute recevoir tout un tas de réponses différentes, qui sont souvent toutes très intéressantes d'ailleurs. Il n'est pas question de faire des jugements de valeur sur la base de ces réponses. Surtout que si vous demandez à des musiciens qui pratiquent la musique plus qu'ils ne l'intellectualisent, ben ils s'en foutent probablement du nombre de gammes, et ils ont sans doute raison. Mais moi, c'est pas mon cas, et face à une question comme celle-là, je suis plutôt du genre à être aussi émerveillé qu'un gamin le soir ou le matin de Noël, selon que vous êtes team cadeau le soir ou team cadeau le matin. Et pour comprendre pourquoi, il faut qu'on regarde les réponses classiques à cette question. Alors j'ai regardé sur internet, bien sûr, pour compiler différentes réponses, et j'ai demandé à mes contacts musiciens, parce que c'est quand même bien plus fun, et en fait on va se contenter de leurs réponses à eux, parce qu'il y a une diversité de réponses bien plus intéressante déjà, tout en incluant la plupart des résultats qu'on aurait avec une recherche sur Google. D'ailleurs les 2 premières réponses que j'ai eues, c'est « trop ». Voilà, ça m'a fait rire, ils se reconnaîtront, donc merci pour cette réponse les gars, bisous. Une première réponse courante, c'est une infinité. Ça suppose soit que n'importe quel arrangement de notes est une gamme, et ce, même en dehors de notre spectre audible, soit qu'on peut toujours découper les intervalles en intervalles plus petits, et donc créer une infinité de gammes avec une infinité de notes. Et dans ce cas, ouais, ça marche. Sauf que, vous vous en doutez, la question que je me pose, moi, c'est plutôt combien de gammes est-ce que je peux jouer, là, sur mon piano? Du coup, ça répond pas vraiment à la question. L'autre réponse typique, c'est en général un nombre bien plus petit, souvent entre 15 et 100, sur la base d'une énumération. Et là, il y a 2 camps. Il y a ceux qui considèrent Do majeur et Ré majeur comme 2 gammes différentes, parce qu'elles commencent par une note différente, et ceux qui considèrent la gamme majeure, comme une série de tons et de demi-tons, peu importe la note de départ. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'a pas du tout la même manière de compter les gammes, et que si on veut une réponse qui marche à tous les coups, il va falloir qu'on se mette d'accord. Mais pour trouver une réponse de ce type, il faut que la question soit claire, et c'est la raison pour laquelle cette question m'intéresse. Pas forcément pour savoir exactement combien de gammes il existe, ça fera pas de moi ni de vous un meilleur musicien, mais bien parce qu'elle soulève une autre question. C'est quoi une gamme? Le tango fini. Vous pouvez, madame, me glisser 50 louis. Merci. Évidemment, il y a des réponses qui ne tombent ni dans l'une ni dans l'autre des 2 catégories dont on vient de parler, dont celle-ci, qui m'intéresse particulièrement et dont on va reparler un peu plus tard. Alors je propose de partir de la question de base de la vidéo, qui est combien de gammes existent-ils, et de la modifier au fur et à mesure qu'on arrive à affiner la définition des termes qui la composent. Là tout de suite, le mot qui nous pose problème, c'est le mot gamme, mais comme on l'a dit juste avant, pour trouver une définition claire, c'est le bordel. Donc comment est-ce qu'on choisit par quoi remplacer le mot gamme? Si on choisit la définition de la page Wikipédia française, on obtient combien de suites de notes conjointes d'une échelle ou d'un mode existent-ils? Et si on utilise la définition de la page Wikipédia anglaise, on obtient combien d'ensembles de notes ordonnées par hauteur ou par fréquence fondamentale existent-ils? Et bon, déjà on se retrouve à nouveau avec des termes qu'on comprend pas, mais surtout, c'est 2 questions différentes en fait. Et le moment me paraît bien choisi pour répondre tout de suite à une remarque qui me sera peut-être faite. Il existe des définitions suffisamment satisfaisantes pour qu'on s'en contente, et en tant que musicien pratiquant, je suis d'accord pour dire qu'on pourrait se contenter d'une définition un peu floue, du genre c'est un ensemble de notes, il y a les gammes majeures, les gammes pentatoniques, et qu'avec tout ça, on a déjà largement de quoi faire. On a tout un tas de schémas à reporter sur le manche d'une guitare, et tout un tas de choses musicales à créer. On reproche souvent à certaines personnes, dont moi, de trop intellectualiser la musique, parce que la musique c'est avant tout du feeling, l'intellect n'y a pas vraiment sa place. Il retirerait son aspect naturel et émotionnel à la musique. C'est là que je suis pas d'accord. D'abord parce que décider de s'intéresser à la musique de cette manière nous permet d'aborder tout un tas d'autres sujets, et que je pense sincèrement qu'utiliser le sujet qu'on aime pour développer son esprit critique, ce que j'essaie de faire depuis le début de cette chaîne en fait, ça peut pas être une mauvaise chose. Mais aussi parce que s'intéresser de cette manière à la musique nous permet d'élargir notre propre perception de ce qu'elle est et des possibilités qu'elle offre. Qu'elle nous offre en tant que musicien, que créateur. Voilà, je m'arrête là, parce que je pourrais parler pendant des heures de la dualité feeling-théorie, et je ferai une vidéo sur le sujet un jour, mais ça me paraissait important de le mentionner. Bon, je suis dans un cul-de-sac concernant la question des gammes,
Alors j'ai décidé d'en parler avec quelqu'un qui a un parcours musical assez différent du mien, histoire de confronter nos visions. Parce que l'entre-soi, c'est bon pour l'ego, mais ça permet pas d'obtenir de réponse. Je vous présente donc Emmanuel. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, ton rapport à la musique J'ai commencé la guitare à 5 ans parce qu'il n'y avait plus de place en classe de piano. Voilà, après finalement, quand la classe de piano a eu des places, j'ai fait du piano. Donc j'ai fait du classique comme ça dans des petites écoles de village. Puis ensuite, j'ai arrêté pour aller vers la guitare jazz plutôt. Et puis, faisant une licence de musicologie, ça m'a ramené vers le classique, mais avec une autre compréhension. Et je me suis dit, tu trouveras dans le classique de quoi développer de nouveaux aspects dans ces musiques-là que tu joues à la guitare électrique avec tes potes qui font de la batterie, tout ça, quoi. Et finalement, c'est-à-dire que je me suis dit, tu vas faire de la musique classique en ayant un parcours de quelqu'un qui a écouté du métal, qui a écouté du jazz, du mat rock, des choses comme ça. Et je me suis dit, finalement, c'est l'inverse, quoi. Et puis maintenant, je pense plus du tout en termes de style, je pense uniquement en termes d'harmonie, de rythme et de mélodie, et puis des caractéristiques fondamentales de la musique, en fait. Ce qui m'a poussé à inviter Emmanuel, c'est notamment son passage par la case musicologie, un petit plus qu'on ne trouve pas chez tous les musiciens. Ça, et le fait que c'est aussi le guitariste et compositeur du groupe Tsunete, que je ne pouvais pas ne pas vous faire écouter, et dont je vais mettre un morceau en fond, histoire que vous soyez obligés d'entendre ça, et de trouver ça génial, et d'acheter tous leurs albums, il y en a qu'un. De mon côté, si on oublie que j'ai juste fait l'éveil musical au conservatoire, j'ai passé la majeure partie de ma vie de musicien à apprendre en autodidacte, de manière totalement empirique. En gros, je posais mes mains quelque part, et ça sonnait bien, et voilà, ça a été l'ensemble de ma démarche pendant mes premières années. Ça et le fait d'enregistrer mes morceaux tout seul, dans ma chambre. Ça ne fait que quelques années que je multiplie les ressources pour progresser, au niveau instrumental, mais pas que, puisque j'ai développé une approche bien plus scientifique, notamment grâce à des bouquins de théorie, d'histoire, de philosophie ou de psychologie de la musique. Alors, petit disclaimer rapide, ni lui ni moi n'avons la prétention de nous présenter comme des experts dont la parole devrait faire autorité. Le but, c'est juste de partir de ce que l'on sait sur les gammes pour le confronter, et pour ma part, de voir si je peux utiliser ces informations pour apporter une réponse à la question de l'épisode. La première chose qui m'intéresse, c'est de voir si ces parcours différents ont une incidence sur la manière dont on nomme les choses. Et pour vérifier ça, j'ai préparé un petit quiz pour Emmanuel. Quiz que vous pouvez parfaitement tenter de faire avec nous. Alors si ça marche, je vais te jouer des trucs, pas beaucoup, quelques petits échantillons de trucs. L'idée, voilà, c'est que tu me répondes, c'est un peu, voilà, comment toi, instinctivement, tu nommes ces trucs-là. D'accord. Tout en étant un peu précis dans ta terminologie, Okay, mais ça marche. Voilà, c'est juste ça. On commence avec un classique. Je dirais une gamme majeure. La gamme majeure, c'est le grand classique. Je pense que tous les musiciens que je connais auraient donné cette réponse, et même en fait, bon nombre de non-musiciens seraient capables de répondre. C'est vraiment ancré culturellement. Évidemment, je vais jouer d'autres trucs. Je dirais demi-diminué, ou enfin une gamme dans laquelle il y a une alternance entre demi-ton et ton. Demi-ton-ton, je crois que c'était. Gamme par ton descendante. Alors c'est pas une évaluation notée, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but c'est surtout de voir quels sont les termes que nous associons instinctivement à ces suites de sons, parce que ça va nous être utile pour définir ce qu'est une gamme. Est-ce que, déjà dans un premier temps, toi tu as une définition qui aurait été apportée par tes études au conservatoire, en musicologie, peu importe? Est-ce que ça c'est un truc auquel tu as été confronté à un moment? Est-ce qu'on t'a donné une définition de la gamme? Alors non, on m'a pas donné de définition. On m'a directement appris ce que c'est une gamme majeure, ce que c'est une gamme mineure. Donc ensuite, moi, par déduction, je me suis dit, une gamme, c'est cette note. Et s'il y a 6 notes, ça peut pas être une gamme. Après, on m'a parlé de la gamme par ton, qui a 6 notes. Donc, ça ne marche plus. Tu vois, tu dis, mince, elle a 6 notes, on dit gamme par ton. Ça a plutôt tendance à confirmer ma première intuition, qui est qu'on définit les gammes par déduction. Ça veut pas dire qu'aucun conservatoire, aucune licence ou aucun prof ne donne de définition de la gamme, mais ça veut dire qu'être dans un milieu académique ne garantit pas d'être confronté à une définition de la gamme. Et le problème du raisonnement par déduction, c'est qu'il est limité par les points communs des objets auxquels on est confronté. Par exemple, si on est confronté qu'aux gammes majeures et mineures, on en déduira que les gammes sont définies par les points communs entre ces gammes. 7 notes, des tons, des demi-tons, joués de manière ascendante ou descendante.
Sauf que dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de vérifier si on a la bonne définition. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de vous définir les mammifères, sachant que les chiens, les souris et les éléphants en sont, il pourra vous répondre que tous trois marchent à quatre pattes, sont terrestres et ne pondent pas d'œufs. Seulement, ça fonctionne tant qu'on ne prend pas en compte les kangourous, les dauphins et les ornithorynques. Du coup, critère des 7 notes... Ceci dit, ça pourrait s'expliquer par une définition qui contiendrait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, sur openmusictheory.com, on trouve que les gammes sont des séries de tons et de demi-tons. Ça marche pour la gamme majeure, pour la gamme diminuée, qu'on appelle aussi la gamme demi-ton-ton, ou la gamme par ton. Sauf que... C'est une gamme pentatonique. Ben ouais, gamme pentatonique, gamme mineure harmonique, ça casse notre définition. Il y a un ton et demi, là et là. Du coup, notre histoire de ton et de demi-ton, on peut s'en débarrasser. Et on peut accepter à la place qu'une gamme c'est un groupe de 5 notes ou plus contenu dans une octave, et puis voilà. Et du coup, on accepte ça. Ah non, c'est dégueu ça. Ben ouais, mais ça répond à la définition. C'est 5 notes contenues dans une octave. On va pas le rejeter juste parce que c'est dégueu. Ce serait un peu comme dire que Joule c'est pas de la musique parce que c'est pas à notre goût. La notion de beau, on peut pas la mesurer de manière objective. Ce serait un peu comme dire que l'ornithorynque n'est pas vraiment un mammifère parce qu'il a une tête de con. Je retire ce que j'ai dit, c'est trop mignon, regardez. Bon, mais pourquoi 5 notes? Ben, parce qu'en dessous de 5... C'est un accord de dominante, enfin un arpège d'accords de dominante que tu as égrené en descendant. L'arpège d'un accord majeur à 3 sons. Un arpège, c'est les notes d'un accord jouées successivement. Genre ça c'est l'accord de Do majeur, et ça c'est l'arpège de Do majeur. Bon, ben là c'est déjà un arpège, donc logiquement ça peut pas être une gamme. Ouais, sauf que ça, c'est un arpège de Do 6-9, et c'est exactement les mêmes notes que la gamme majeure pentatonique. They're the same picture. Donc ça peut être une gamme et un arpège, l'un n'empêche pas l'autre. Alors pourquoi 5 notes ce serait la limite? Est-ce que vous connaissez le paradoxe du tas? Imaginez que vous avez un tas de grains de riz. Est-ce que c'est un tas? Oui, c'est un tas, on vient de le dire de toute façon. Si on enlève un grain, est-ce que c'est toujours un tas? A priori, oui. Bon, eh ben, continuez d'enlever des grains, un par un, à partir de quand est-ce que ça n'est plus un tas? Remplacez tas par gamme, grain par note, et vous voyez le problème. L'apparition du paradoxe est due à un problème de terminologie. La frontière entre le tas et le non-tas est floue, tout comme le terme gamme est flou. Sauf que, dans le cas du tas, on gère de très grands nombres. En musique, on n'a que 12 notes. À partir de là, on pourrait décider de mettre une frontière arbitraire à 5 notes, mais ça n'a pas plus de sens que de la mettre à 3 ou 6 en fait. Et puis dans l'absolu, il y a des morceaux de musique qui ne comportent qu'une note, jouée à différentes octaves et différents rythmes. Est-ce qu'on pourrait pas dire que ces œuvres utilisent des gammes de une note? Même David de Science Étonnante l'a très bien fait dans sa vidéo sur les mathématiques de la musique, accompagné du merveilleux Vlad Tapas. Et sérieusement, faut aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait. Bon, à la lumière de tout ça, on pourrait dire qu'une gamme c'est n'importe quel ensemble de notes compris dans une octave. Reste à savoir si on considère que la note de départ est importante ou pas. En gros, est-ce qu'on considère qu'il y a 12 gammes majeures parce qu'il y a 12 notes de départ possibles, ou est-ce qu'on considère la gamme majeure simplement comme une série d'intervalles qu'on peut faire partir de n'importe quelle note? La réponse à cette question se trouve dans la structure de notre système musical. Parce que, ouais, en fait, calculer le nombre de gammes, c'est une question qui n'a de sens que si on la limite à un système musical donné. Le résultat ne sera pas forcément le même pour une autre culture musicale, et sera pas forcément le même pour la musique européenne du XVIIIe siècle, par exemple. Dans notre système actuel, qu'on appelle tempérament égal, la plus petite distance entre deux notes est toujours la même, quoi qu'il arrive, et on appelle cette distance un demi-ton. Alors que dans le clavier bien tempéré, Bach utilise un tempérament inégal. La distance couverte par les demi-tons n'est pas toujours la même, ce qui veut dire que la gamme de Do majeur n'est parfaitement équivalente à aucune autre gamme majeure, parce que les écarts de fréquence ne sont pas exactement les mêmes. Bon, ils sont très proches, hein, mais quand même. Mais le standard chez nous et en ce moment, c'est le tempérament égal. Du coup, notre question, combien de gammes existe-t-il, devient combien de combinaisons de notes contenues dans une octave est-il possible de réaliser dans un système à tempérament égal à 12 notes. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus facile à calculer. Prenons une octave de piano. Il y a 12 notes.
On peut les représenter en ligne, comme sur un piano, ou en cercle, car c'est cyclique. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis à nouveau Do, Ré, Mi, etc. Une note est soit dans la gamme, soit pas. Ça fonctionne comme un interrupteur, c'est soit on, soit off, il n'y a pas de solution intermédiaire. Et pour que ça soit visuellement plus parlant, on va remplacer les notes par des lampes. Une lampe allumée, c'est une note dans la gamme. Du coup, on n'a plus qu'à calculer le nombre de combinaisons possibles de lampes allumées parmi 12 lampes. Pour une lampe, il y a 2 possibilités, allumée ou éteinte. Pour 2 lampes, il y a 2 fois 2 possibilités, donc 4. Pour 3 lampes, il y a 2 fois 2 fois 2, ou 2 puissance 3, possibilités, soit 8. Et ainsi de suite. Donc pour 12 lampes, c'est simple, il y a 2 puissance 12 possibilités, ce qui fait 4096, et ce que je viens de dire est totalement faux. Enfin, pas totalement. 2 puissance 12, ça fait bien 4096. Mais 2 puissance 12 n'est pas la bonne réponse, car une gamme possède nécessairement une note de départ, qu'on appelle note fondamentale, et qui sera la même pour toutes nos combinaisons. C'est ce qu'on a dit juste avant, quand on a décidé que la note de départ n'importait pas. Et par convention, cette fondamentale, c'est la note en haut du cercle. Ça veut dire que le nombre de gammes est en fait le nombre de combinaisons de lampes allumées, ou de notes possibles, dans un ensemble de 12 lampes dont la première est toujours allumée. Et donc 2 puissance 11, pas 2 puissance 12, ce qui fait 2048. Et là, on a notre nombre de gammes. On peut affirmer sans crainte que si on définit une gamme comme étant n'importe quel ensemble de notes contenues dans une octave et possédant une fondamentale dans un système à tempérament égal à 12 notes, alors il y en a 2048. Pas une de plus, et pas une de moins. Et vous pouvez retrouver toutes ces gammes dans ce livre, l'Encyclopédie universelle des gammes. Enfin, ça c'est le volume 1. Il y en a 12. Bon, les 2048 gammes sont pas réparties sur les 12 volumes, en fait la plupart se trouvent dans le volume que je tiens entre les mains. Mais chaque volume entre un peu plus en détail dans les caractéristiques de ces gammes, comme les modes par exemple. On en avait parlé très rapidement dans la vidéo sur le coronavirus, mais dans ce contexte, on peut dire que 2 gammes sont modes l'une de l'autre si elles possèdent la même série d'intervalles, ou la même forme, seulement dans une rotation différente. Par exemple, cette gamme, si je la fais tourner d'un cran, j'obtiens pas de gamme, parce que la fondamentale n'est pas occupée, mais si je la redécale d'un cran, j'obtiens la même forme, mais orientée différemment. C'est un mode. Alors que celle-ci, je peux la faire tourner autant de fois que je veux, elle est toujours orientée dans le même sens. Elle n'a qu'un seul mode, elle-même. Bon, et vous n'êtes pas obligé de débourser 270 balles pour avoir accès à ces informations, puisque vous avez à votre disposition le site de Jan Ring, dans lequel vous pouvez rentrer un nombre impair compris entre 0 et 4096. Alors, impair parce que les nombres pairs correspondent aux combinaisons qui n'ont pas de fondamentale, dont la première lampe est éteinte, et qui donc ne sont pas des gammes. Et ça vous donnera la gamme correspondante, avec tout un tas d'informations. Ok, tout ça pour ça? Genre, 2048 gammes et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut briller en repas de famille avec maintenant? Alors déjà, oui, vous pouvez essayer, mais surtout ça veut dire 2 choses. Quand on répond à une infinité, on surévalue totalement le truc, et la limite est en réalité bien plus proche de nous, bien plus palpable. Et en même temps, quand on essaye de les énumérer, on sous-évalue totalement, et on passe à côté de la plupart des gammes. Ça veut dire que si vous ouvrez ce bouquin au hasard, vous avez bien plus de chances d'être surpris que de tomber sur quelque chose que vous connaissez. Sur le plan créatif, c'est absolument génial. Et en même temps, vous ne serez pas noyé dans l'infini. Imaginez, vous trouvez par hasard des notes qui sonnent de manière inconnue à votre oreille, mais que vous aimez bien ensemble. Vous pouvez rentrer ces notes sur le site de Jan Ring pour avoir tout un tas d'informations sur cette gamme que vous venez de découvrir, entre guillemets, parce que du coup elle est déjà référencée quelque part. Vous apprendrez comment elle est nommée, il y a souvent plusieurs réponses possibles à ça d'ailleurs, et vous apprendrez aussi combien elle a de modes, si elle est symétrique ou si c'est un palindrome par exemple. Et vous pourrez chercher d'autres gammes qui partagent ces propriétés. Et dans l'encyclopédie papier, vous trouverez même un indice de dissonance de la gamme. C'est plutôt cool. Puis bon, juste pour le nom des gammes quoi. Ultra phrygien, gamme énigmatique, Romanian Bakova pentatonique. Si vous êtes un gros nerd comme moi, vous allez vous régaler. Alors je parlerai plus en détail de ces 2 ressources dans d'autres vidéos, et je me frotterai probablement aussi au défi de faire de la musique, avec ces gammes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Parce que parler de musique c'est cool, faire de la musique c'est au moins aussi cool. Donc abonnez-vous si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes et de tout le reste, et partagez cette vidéo autour de vous. Partagez-la à tous ceux que ça pourrait intéresser, c'est le meilleur coup de pouce que vous pouvez donner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, salut!